Sainte-Soline. Aujourd'hui en France, ce nom résonne avec l'idée de chaos, de violence. Mais que s'est-il vraiment passé ce jour-là? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. On va décortiquer les faits, les enjeux et les conséquences, qui sont lourdes, d'une journée qui a vraiment marqué les esprits. Balancer. Juste ce mot. Un mot sec, simple, qu'on entend sur les enregistrements des caméras portées par les forces de l'ordre. Et ce n'est que le début d'une séquence qui va faire polémique. Et puis, il y a ce terme « tendu ». Un mot technique, mais un mot qui a des conséquences énormes. C'est peut-être lui qui fait basculer toute l'analyse de cette journée. Et pour finir, l'ordre final. Tirer. Voilà, 3 mots. Balancer, tendu, tirer. 3 mots qui suffisent à déclencher une controverse nationale et bien sûr toute une série d'enquêtes. Alors, ces enregistrements, qu'est-ce qu'ils nous disent, au fond? Eh bien, en fait, ils soulèvent beaucoup plus de questions qu'ils n'apportent de réponses. Pour essayer d'y voir un peu plus clair, on va commencer par le plus évident, le plus brutal, le bilan humain. Première partie donc, le coût humain. Avant de se demander pourquoi, il faut regarder l'impact. Quel a été le bilan en termes de blessés de cette journée? Le premier chiffre est assez dingue. Environ 5000. C'est le nombre de grenades de tout type qui auraient été tirées ce jour-là. 5000. Pour se faire une idée, c'est un véritable tapis de projectiles qui s'est abattu sur les manifestants. Et forcément, avec un tel déluge de projectiles, les conséquences sont là. D'un côté, on rapporte près de 200 manifestants blessés. De l'autre, 45 gendarmes. Bon, cette différence, cette disproportion, elle pose forcément question sur la manière dont la force a été utilisée. Mais ce ne sont pas que des chiffres. Ce qui est choquant, c'est la gravité des blessures. On ne parle pas de bleus ou d'égratignures, on parle de coma, de traumatisme crânien. Des gens ont perdu un œil, d'autres ont subi des mutilations, aux mains, au visage. Ces blessures, elles ne sont pas dues au hasard. Elles sont la conséquence directe du type de munitions employées et de la façon dont elles ont été tirées. Et derrière ces blessures, il y a des noms, des visages, des vies basculées. Les médias ont beaucoup parlé de Serge D, par exemple, qui a subi un grave traumatisme crânien et a passé du temps dans le coma. Ou encore de Michael B, victime d'une hémorragie cérébrale. Leur cas, bien sûr, incarne toute la violence de cette journée. Ce bilan, il est extrêmement lourd. Et la question qui vient tout de suite, c'est « mais est-ce que c'était légal ?» Quelles sont les règles en France qui encadrent l'usage de la force par la police ou la gendarmerie? Eh bien, la loi est censée être très claire. Elle repose sur 2 grands principes, la nécessité et la proportionnalité. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la force ne doit être utilisée que si c'est absolument indispensable. Et surtout, la réponse doit être proportionnelle à la menace. On ne répond pas à un jet de pierre par la même force qu'à une attaque à main armée. C'est le principe. Et c'est là que ce fameux mot « tendu » prend tout son sens. La procédure normale, celle qui est dans les règlements, c'est le tir en cloche. L'arme est pointée à 45 degrés vers le ciel, la grenade fait une courbe et retombe dans une zone pour disperser. Le tir tendu, c'est tout l'inverse. On tire à l'horizontale, droit devant. Et là, la grenade n'est plus une arme de dispersion, elle devient un projectile qui peut frapper directement une personne. Et ça, c'est extrêmement dangereux, potentiellement mortel. Et c'est justement cet usage qui est au cœur de toute la polémique. Alors, si on prouve qu'il y a eu un usage illégal de la force, quelles sont les conséquences? Le code pénal est très clair là-dessus. On parle de violence volontaire. Les peines peuvent aller jusqu'à 3 ans de prison, 45 000 € d'amende. Et c'est une circonstance aggravante si l'auteur est un agent de l'État. Donc les peines peuvent être encore plus lourdes. Ok, mais un gendarme ou un policier sur le terrain, il n'agit pas tout seul. Il obéit à des ordres, il fait partie d'une chaîne de commandement. Du coup, la question se complique. Au final, qui est responsable? C'est jamais simple, la responsabilité. Ça part de l'agent sur le terrain, bien sûr, mais ça remonte à sa hiérarchie directe, celle qui donne les ordres, puis aux inspections générales, l'IGPN ou l'IGGN, qui sont censés contrôler tout ça. Et ça peut remonter jusqu'au sommet de l'État, jusqu'au ministre. Pour y voir clair, plusieurs organismes vont donc enquêter. D'abord, il y a les enquêtes internes, ce qu'on appelle la police des polices, mais il y a aussi, et c'est crucial, la justice, le pouvoir judiciaire qui est indépendant, et d'autres autorités comme le défenseur des droits, ou même des commissions parlementaires. En théorie, c'est tout un système censé garantir que la lumière soit faite. Il y a une distinction très importante à comprendre ici. L'État, en tant qu'institution, peut être reconnu responsable et condamné à indemniser les victimes pour les erreurs de ses agents. Ça arrive. Mais faire condamner pénalement un ministre, un préfet, un haut responsable, ça, c'est une autre histoire. Juridiquement, c'est un vrai parcours du combattant. C'est même rarissime. Bon, on a parlé de la violence, des blessés, des règles, des responsabilités, mais on n'a pas encore répondu à la question la plus fondamentale. Pourquoi? Pourquoi est-ce que des milliers de personnes se sont retrouvées là, à Sainte-Soline, ce jour-là?
La réponse, elle tient en un seul mot, ou presque, les mégabassines. Alors une mégabassine, qu'est-ce que c'est? Il faut imaginer des cratères gigantesques creusés dans la terre et recouverts d'une bâche en plastique. Le but, c'est de pomper massivement l'eau des nappes phréatiques pendant l'hiver quand il pleut pour la stocker. Et ensuite, on utilise cette eau en été pour irriguer les grandes cultures. C'est un projet qui divise énormément. Et pourquoi ça divise autant? Pour les opposants, c'est une aberration écologique. Ils dénoncent un accaparement d'un bien commun, l'eau, au profit d'un modèle agricole qu'ils jugent intensif et destructeur. La crainte principale, c'est quoi? C'est que pendant que quelques gros agriculteurs irriguent leurs champs de maïs en plein été, eh bien tous les autres, y compris les habitants, manquent d'eau. Et il ne faut pas croire que c'est juste une petite histoire franco-française. Cette bataille pour l'eau à Sainte-Soline, en réalité, c'est le reflet d'un problème beaucoup plus large, un problème mondial. Il suffit de regarder ce qui se passe ailleurs. Aux États-Unis, par exemple, il y a un aquifère immense, l'aquifère d'Ogallala. C'est une sorte de mer souterraine géante qui a permis le développement de l'agriculture dans une bonne partie du pays. Eh bien, après des décennies d'irrigation intensive, il est en train de s'épuiser. C'est exactement ce scénario que les opposants aux bassines veulent à tout prix éviter en France. Au final, l'affaire de Sainte-Soline, elle met en lumière une double tension. D'un côté, il y a la question du maintien de l'ordre face au droit de manifester. Où placer le curseur, c'est une question très compliquée. Et de l'autre, il y a un débat bien plus profond sur notre avenir. Quelle agriculture on veut pour demain? Et surtout, comment on se partage la ressource la plus vitale qui soit, l'eau. Et ça, c'est une question qui nous concerne absolument tous.